Bonjour et bienvenue pour votre nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, le magazine avec iShares pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Victoire Roche, responsable des ventes France chez BlackRock. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. Bon, au menu de ce 100% ETF, de quoi on va parler? On va parler d'un terme clé pour l'investissement en général et pour l'investissement en ETF en particulier. Notamment, on va distinguer avec vous, Victoire, la différence entre une performance brute et une performance nette. Et puis, dans l'entretien principal, eh bien, on va regarder, on va démystifier certaines idées reçues et mythes sur les ETF. Allez, 100% ETF, c'est parti. Alors, je le disais, Victoire, dans l'introduction, on va parler, pour commencer, de la différence entre la performance brute et la performance nette. Mais avant, tiens, on va s'arrêter tout simplement sur la notion même de performance qu'on met parfois au même niveau que celle de rendement. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on se trompe? Effectivement, Laurent, donc deux termes qui sont beaucoup utilisés lorsqu'on parle d'investissement en bourse. La performance d'un actif, que ce soit d'un fonds, d'un ETF ou d'une action, c'est en fait sa rentabilité. Effectivement, à ne pas confondre avec le rendement. C'est vrai que la performance va prendre en compte le rendement dans sa totalité. Oui. En revanche, il ne faut pas confondre les deux. Aujourd'hui, qu'est-ce que le rendement? Le rendement, ça va être le revenu qui va être tiré de dividendes, donc quand on parle d'actions, ou de coupons lorsqu'on parle d'obligations. Oui. Si on prend la performance dans sa globalité, elle va inclure le rendement, donc le revenu de dividendes ou de coupons, mais également l'appréciation ou la dépréciation du capital et donc de la valeur des actifs qui composent ce fonds ou cet ETF. Donc si j'ai bien tout compris, le rendement, c'est un des aspects de la performance. Exactement. Bon, maintenant qu'on a compris la différence entre les deux, on va revenir à nos moutons et donc la différence entre la performance brute et la performance nette. Et ça va intéresser les gens qui nous regardent. Alors effectivement, très important de regarder ces deux aspects. La différence, elle est assez simple. Quand on regarde la performance brute, on va regarder la performance de l'ETF, du portefeuille dans sa globalité, sans prendre en compte les frais de gestion de ce portefeuille ou de cet ETF. Quand on regarde la performance nette, on va en fait déduire de la performance brute les frais de gestion qui sont perçus par la société de gestion de l'ETF ou du fonds. Et voilà, et ça c'est important puisque c'est véritablement celle qui va toucher quelque part l'investisseur ou l'épargnant. Exactement. Merci beaucoup Victoire pour l'explication de ce thème. Tout de suite, on va passer à l'entretien dans 100% ETF. Et oui, on se retrouve pour l'entretien et on avait envie, dans ce numéro de 100% ETF, de démystifier les idées reçues, un peu toutes faites qu'on avait sur les ETF, qu'on lit parfois dans la presse généraliste ou spécialisée, et puis qui ont accompagné la généralisation, la montée en puissance des ETF. Alors on a adressé une petite liste non exhaustive de 5 mythes les plus courants, et on va regarder un par un ce que ça donne et ce qu'il faut en penser. Et puis je vais commencer, tiens, avec le premier, je pourrais même avoir une petite musique angoissante façon les dents de la mer, vous voyez un peu Victoire l'idée. Petite musique qu'on entend souvent par leur poids, eh bien les ETF aujourd'hui ils ont tellement grossi qu'ils pourraient représenter ce qu'on appelle un risque systémique pour les marchés, en gros qui pourrait avoir un impact puissant sur le cours des différents marchés, voire accentuer les mouvements d'un marché, voire même provoquer un crack. Waouh, on commence fort. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans ou est-ce que c'est vraiment un petit peu trop dramatique? Alors, je pense que c'est tout à fait normal de se poser la question déjà. Le marché des ETF, c'est vrai qu'il est en forte croissance depuis un certain nombre d'années maintenant. Je propose qu'on mette quelques chiffres pour poser les bases. Aujourd'hui, le marché des ETF en Europe, c'est 1400 milliards de dollars. Ah bah c'est énorme du coup. Voilà, vous allez me dire que c'est énorme. Je ne vais pas vous contredire. En revanche, ce qui est important de regarder lorsqu'on parle d'impact sur les marchés de façon plus générale, c'est la part en fait que les ETF représentent sur ces marchés globaux. Et pour comparer tout ça, si on regarde le marché actions au global versus le marché des ETF actions, on se rend compte que les ETF actions représentent 9,3% de ce marché-là. Et sur les obligations, c'est uniquement 1,8%. Donc 1400 milliards, ça paraît beaucoup. Plus petit, oui.
tout de suite, ça paraît un petit peu plus petit. Donc on peut voilà, mettre en perspective pour avoir une vue vraiment globale du marché. Ben voilà, les chiffres pour rationaliser, pour objectiver un petit peu ce débat. On peut garder la musique angoissante de la première question pour la deuxième. On dit aussi que les ETF, ils seraient plus volatiles. Comprendre par là qu'il pourrait y avoir des variations de cours plus importantes qu'un OPCVM classique. Alors moi, si je suis un investisseur un petit peu prudent, forcément, là aussi, ça m'inquiète. Alors, et c'est tout à fait légitime, encore une fois, c'est vrai que les prix des ETF sont transparents. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus volatiles pour autant, mais donc le prix d'un ETF va refléter deux choses. Premièrement, l'offre et la demande pour ce produit, et dans un second temps, la valorisation et l'appréciation ou la dépréciation des actifs qui le composent. Ça va être la même chose pour un OPCVM classique, sauf que sa valorisation ne se fait qu'une fois par jour. Donc, c'est-à-dire que une fois par jour, après les horaires de fermeture de bourse, vous allez avoir un prix unique pour un OPCVM, alors que votre ETF va coter en continu. Et donc, on peut avoir l'impression qu'il est plus volatile, tout simplement parce qu'on a une transparence complète sur son prix au fil de la journée, en fait. Bon, c'est ça aussi qu'on apprécie finalement, cette capacité à pouvoir l'acheter et le vendre en continu. Moi, je suis plutôt convaincu pour cette explication. Qu'est-ce qu'on entend aussi si je regarde notre mythe, notre idée reçue numéro 3, c'est que finalement l'ETF serait peut-être un outil pour les traders, pour les spéculateurs qui ne viseraient que le court terme. Alors, la réalité, c'est que l'ETF peut être utilisé à des fins court-termistes, mais également sur des projets beaucoup plus long terme. C'est vrai que c'est un produit qui est, encore une fois, coté en bourse, donc il va se négocier de la même façon qu'une action, ce qui peut permettre à des investisseurs de pouvoir acheter et vendre assez fréquemment et donc de prendre des positions plus ou moins rapides. Maintenant, c'est ce qu'on aime aussi, ce que je disais auparavant. Hein. Exactement. Maintenant, il y a aussi cet aspect beaucoup plus long terme qui peut être mis en place au travers d'ETF, qui constitue justement un très bon outil pour se constituer un patrimoine à même horizon retraite. Hein. Oui, si on prend l'exemple du Perrin matelas aujourd'hui, il est composé d'ETF et on est sur un horizon retraite. Donc, un outil qui peut convenir et pour des investisseurs qui souhaitent prendre des positions sur le court terme, mais également un bon outil pour des investisseurs qui souhaitent se constituer un patrimoine sur le long terme. Voilà, du court et du long terme. Et pourquoi pas avec des versements programmés, on en parle aussi dans 100% ETF. Et je rappelle, hein, le PER Matelas, c'est le plan d'épargne retraite de Boursorama en partenariat justement avec iShares, la marque d'ETF de BlackRock. Petite précision, moi j'ai été convaincu sur celle-là. Allez, quatrième idée, les ETF, c'est bien, mais c'est peut-être pour des investisseurs un petit peu experts parce que voilà, on les présente souvent comme des produits capables de nous exposer à des thématiques parfois très techniques, parfois d'accès difficile pour l'investisseur individuel. Ça aussi, c'est plutôt une qualité, mais du coup, si je suis investisseur plutôt débutant, je peux me dire, c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour moi, un petit peu trop technique, peut-être qu'il faut attendre. Alors, encore une fois, l'ETF convient à tout type d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou experts. Il est vrai que la granularité que le marché offre aujourd'hui permet de pouvoir prendre des positions qui sont très fines, très ciblées sur un secteur, sur même un secteur dans une géographie donnée. Donc on peut, si on le souhaite, avoir toute une panoplie entre guillemets d'ETF dans son portefeuille et prendre des paris entre guillemets très spécifique, très ciblé. Ouais. Exactement. Alors ensuite, on a également des expositions, donc des produits ETF qui vont répliquer des indices très larges. Je pense notamment au MSCI World, dont on entend parler quand même relativement souvent, qui représente les actions internationales des marchés développés. Ici, on est sur un produit entre guillemets tout-terrain qui est relativement large, qui s'expose à toutes les géographies dans le monde et qui peut convenir à un investisseur qui ne sait pas encore forcément vers quelle géographie, quel secteur se diriger. Donc voilà, possibilité vraiment de se créer une allocation très globale grâce aux ETF. Du plus global au plus ciblé, voilà, qui peut le plus, peut le moins. On arrive à la dernière idée reçue, on pourrait remettre la petite musique angoissante et je pense notamment à certains documentaires qui, sous couvert de silhouettes anonymes, nous présentent parfois les ETF comme des produits au fonctionnement intrinsèquement risqué pour les actionnaires qui ne se rendraient pas compte à quoi ils s'exposent. Là, moi, j'ai déjà envie de répondre que c'est quand même un petit peu excessif. Un petit peu excessif. La réalité, en fait, c'est que le risque d'un ETF, il va être déterminé par les actifs qui y sont détenus.
Donc ce n'est pas l'enveloppe ETF en elle-même qui fait que le produit est plus ou moins risqué. Oui. C'est vraiment le fait de détenir soit des obligations, soit des actions. Typiquement, les actions sont généralement plus risquées que les obligations, mais ça ne va pas être le fait d'investir dans l'ETF versus un fonds OPCVM classique, comme vous le mentionnez en début de session, qui va donner tout de suite une fourchette de risque beaucoup plus importante. Ça, c'est le premier point. Si on regarde aujourd'hui une action internationale, par exemple, un produit action internationale sous format ETF ou sous format OPCVM, le risque sera le même, tant que les sous-jacents restent les mêmes. Et enfin, un aspect aussi intéressant, c'est que lorsqu'on investit dans un ETF, qu'on compare à une action individuelle, ça apporte tout de suite une diversification supplémentaire. Ce fameux panier de valeurs qui réplique un indice. Exactement. Ouais. Et donc, qui dit diversification dit mitigation, entre guillemets, du risque pour l'investisseur final. C'est sûr que si j'ai tout misé sur Nvidia et que les résultats sont bons, mais que le marché attendait encore plus et que ça se casse la figure, là, la perte, elle est directe sur une action et je prends tout dans mon investissement, si je puis dire. Exactement. Avec un S&P 500, par exemple, vous avez les autres valeurs qui peuvent mitiger, entre guillemets, le risque d'une valeur en particulier. Bon, ben voilà, on a fait le tour de ces 5 idées et finalement, on s'arrête sur la conclusion que les ETF sont des produits simples à utiliser, transparents, peu coûteux, ça c'est vrai, de la diversification, bien sûr, pour les employés à bon escient. Avant, il faut connaître, bien renseigner son profil de risque pour éviter les mauvaises surprises et pour savoir justement quelle appétence au risque vous avez. Merci beaucoup Victoire d'avoir démystifié ces 5 idées reçues sur les ETF. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.